pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis le président cofondateur d'Angel Square. On réunit des centaines de business angels et d'investisseurs spécialistes des startups tels que Christophe. Et on finance une dizaine de nouvelles startups tous les mois. Donc, Angel Square est vraiment au centre de cet écosystème startup qui est en plein boom, enfin, qui était en plein boom, qui l'est toujours, mais évidemment, il y a des choses qui ont un peu été chamboulées ces 2 derniers mois. Justement, on va en parler. Et donc, on interviewe régulièrement des business angels très actifs comme Christophe, parce que c'est vachement intéressant d'avoir leur point de vue, d'avoir de savoir aussi comment ils réagissent à la crise actuelle, qu'est-ce qu'ils anticipent comme tendance dans les prochains mois. Et puis aussi, vous verrez que c'est des personnages souvent intéressants et inspirants. Et je trouve Des ça personnages. On est des des personnages, c'est personnalités, marrant. des drôles de personnages qui sont. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience de leur part. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de faire cet exercice. Donc, comme je vous l'ai dit, le plan est le suivant. Christophe va se présenter rapidement. Donc, en quoi, allez, on dit 2 minutes. Tu présentes ton parcours professionnel, enfin entrepreneurial. Et puis ensuite, on commence à échanger ensemble. Ça te Très va, bien. Christophe? Je te laisse la parole. Très très bien. Ben, merci Charles déjà de ton invitation et puis félicitations puisqu'on se connaît maintenant depuis quelques années. Je t'ai vu évoluer et plutôt bien dans l'écosystème startup. Tu es devenu un certain référent, notamment pour le site de l'amorçage. Donc déjà, je tenais à te féliciter parce que tu interviewes des entrepreneurs, mais tu es toi-même un entrepreneur et tu te mets pas forcément en avant, donc c'est super. Alors, petite intro Merci. rapide. Donc j'étais à Paris, j'ai fait mes études à Dauphine. En parallèle, j'ai créé 2 startups, une en 2000 qui s'appelait The Coach dans le e-learning. On parle d'une année 2000 où il y a eu un crack en mars 2020. Donc, on a travaillé 8 mois, on n'a pas pu lever de fonds. Donc, ça a été le premier, on va dire, échec. Et les échecs sont très, très importants dans la suite des événements de l'entrepreneur parce que c'est ce qui construit. On se construit souvent plus avec des échecs qu'avec des réussites parce que ça permet de comprendre pourquoi on s'est planté et pourquoi pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, j'ai créé une autre startup en 2002 qui s'appelait bestprice.com que j'ai revendue. 400 000 euros, donc j'avais 22 ans. Voilà. Et ensuite, en 2006, à la fin de mes études, je suis déménagé de Paris dans le sud de la France, où je suis toujours, même si je suis remonté entre-temps, parce qu'avec Santiane, il y a eu pas mal de mouvements, où j'ai fondé Santiane donc, en 2006, un courtier d'assurance, depuis ma chambre, avec 3 000 euros mon épouse. Et c'est devenu en quelques années le leader de la comparaison d'assurance santé en ligne, que j'ai revendu en plusieurs fois. Souvent, je dis en 2015 pour faire simple, en fait, c'est en 3 fois. En 2013, 40%, en 2015, 80%, et en février 2018, à Blackfin, les 20% qui me restaient. Depuis 2015, j'ai 2 activités distinctes. Courtin Investment, donc, que tu connais principalement, qui a investi sur à peu près une soixantaine de deals en 3 ans. Donc, ça fait à peu près 2 deals par mois, sachant qu'au début, on en faisait moins que maintenant parce qu'au début, on n'avait pas le deal flow qu'il fallait. Et une deuxième activité qui a pris une ampleur assez importante, qui s'appelle Courtin Real Estate, qui est une activité de foncière immobilière et de promotion immobilière, principalement dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, que je salue, puisque c'est vraiment un territoire que j'apprécie, et où on fait pas mal de sites éco-responsables et qui est vraiment aujourd'hui en recherche. D'ailleurs, on a annoncé ce matin la vente de 2 actifs pour 45 millions d'euros, que ce soit Naturay ou Nova à une filiale du Crédit Agricole. Donc, on est satisfait parce qu'on fait des beaux produits qui plaisent et qui font que les investisseurs nationaux souhaitent investir dans le sud de la France. Top. Et alors, comment tu en es venu à Courtin? Parce que donc, Courtin Investment, tu as ton activité immobilier et le reste, c'est que de la startup? Alors, Courtin Investment, c'est que de la startup. Okay. Courtin Investment, c'est le fonds. C'est à peu près donc, 10 millions d'euros d'investis depuis 3 ans. Alors, c'est 4 ans, mais la première année était un petit peu calme parce que tu sais qu'au début, on n'est pas forcément connu dans le milieu, donc on n'a pas forcément les bons dossiers. Avant d'avoir les dossiers sympas, les Yuka et autres, il a fallu d'abord faire pas mal de belles boîtes. Et maintenant, après, comme tu sais, c'est un petit écosystème, donc tout le monde se connaît. Donc, après, on a eu pas mal de dossiers. Là, par exemple, depuis le confinement, j'ai compté 5 deals. Le dernier, c'était fin de semaine dernière, une boîte qui s'appelle Pettywell, qui est de la livraison sain pour les animaux à domicile. Tu sais que ça cartonne fort, la livraison à domicile, y compris pour les animaux. Et Courtin Real Estate, qui est vraiment la partie promotion foncière pure. Et alors, pourquoi sur Courtin Investment, tu t'es lancé sur les startups? Parce que ça coule pas de source, tu vois, c'est quand même risqué. En fait, si tu veux, quand tu as gagné un petit peu d'argent dans le digital, moi je trouve que c'est assez naturel en fait. En fait, c'est un métier de passion. Hein. Tu sais, quand tu te lances entrepreneur, il faut être passionné. Tous ceux que je connaisse qui ont plus ou moins réussi leur boîte, c'est des passionnés. C'est paradoxalement pas des gens qui étaient attirés par l'argent, c'est des gens qui sont attirés par le challenge.
Et c'est toujours intéressant quand tu vends ta boîte, où il y a quand même quelque chose qui s'écroule, hein, tu lâches ton bébé, de dire qu'est-ce que je vais faire. Alors, soit tu repars sur un nouveau projet, je n'avais pas forcément envie, notamment à Paris, soit tu te dis, bon, bah, je vais changer de vie, je vais peut-être accompagner d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai passé mon année 2015 à rencontrer, je ne sais pas, peut-être 800, 900 entrepreneurs, à peu près tous les incubateurs de la place, aider certains incubateurs que tu connais pour lever des fonds. Et une fois que j'ai pris la décision de retourner dans le sud de la France, parce que je suis resté à Paris, je suis remonté de 2013 à 2016 pour créer Santiane Paris et recruter le COMEX, notamment. Ensuite, j'ai décidé d'investir petit à petit, hein, sans dire que j'étais business angel. Tu as une boîte qui est sympa, tu rentres dedans, et puis maintenant, on le structure, on appelle ça business angel, c'est devenu la mode, mais c'est vrai qu'au début, on le fait très naturellement, en fait. D'ailleurs, je n'ai pas fait que des boîtes du digital, j'ai fait une boîte de montres, j'ai fait… Voilà, c'est pas… si tu veux, pour moi, c'est une activité tierce qui n'est pas l'activité prépondérante. 90, voire 95% maintenant de mon temps, il faut être honnête, c'est l'immobilier, et on en parlera aussi peut-être après. Ok. Ouais, donc tu considères l'activité d'investissement en start-up comme une activité kiff qui prolonge en fait ton esprit entrepreneurial et qui… Si tu veux, ma raison est dans l'immobilier, ma passion est dans le digital. J'essaie d'allier les deux quand c'est possible. Je suis investisseur de différentes proptech, comme par exemple HomePilot, qui est de la gestion locative disruptive. Gilles Laurent que je salue. Je suis actionnaire d'une start-up à Bordeaux qui s'appelle Upstairs. Alexandre que je salue, qui est de la digitalisation en fait de la photo 3D. Donc voilà, j'essaye d'allier les deux et de plus en plus, je pense que je vais réussir à allier les deux, c'est-à-dire l'immobilier, qui est vraiment la raison et qui est devenu aussi une passion. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit l'immobilier, c'est vieillissant, oui, mais d'acheter des sites très très anciens, de les raser ou de les réhabiliter, d'en faire des bâtiments éco-responsables. Moi, je m'en souviens quand je parlais de ça il y a 3 ans, tout le monde s'en foutait du fait qu'ils soient éco-responsables, bassin de rétention photovoltaïque. J'ai l'impression que maintenant, avec ce qu'on a vécu, notamment la pandémie et le confinement, que la nature est revenue un petit peu plus au centre du jeu et que justement les promoteurs, entre guillemets, plus green, ont un vrai atout, et on le voit sur nos bâtiments. On n'a pas eu de mal à céder nos bâtiments au prix qui était défini fin 2019, parce qu'on a des bâtiments qui sont plutôt green par rapport à la moyenne des autres. D'accord. Ok, alors justement, pour en revenir à ton activité d'investisseur start-up, c'est quoi pour toi un business angel? Tu dis qu'au début, on n'appelait pas ça business angel, même si ça existait déjà. Oui, si on appelait ça déjà comme ça, mais disons que je ne me disais pas je suis business angel, je me dis je suis investisseur, j'investis sur des boîtes sympas, je ne me disais pas je suis business angel, tu vois. Ouais, parce que tu vois, en général, la notion de business angel, elle va de pair avec une certaine implication ou un accompagnement des entrepreneurs ou une transmission d'expérience, etc. Toi, c'est ton cas, tu es impliqué dans la boîte de ton portefeuille? Pour être honnête, j'étais assez impliqué au début, c'est-à-dire en 2015, quand j'avais que ça. Et quand je m'étais dit peut-être je vais faire que ça, mais j'avais déjà une idée parce que j'ai créé Courtin Real Estate un mois après Courtin Investment en 2015. Donc j'avais déjà une petite idée derrière la tête. Je voulais investir à la base que sur Paris. Et je me suis rendu compte qu'à Paris, dans l'immobilier, il y avait déjà un marché qui était hyper saturé, notamment à cause qu'on appelle du réinvestissement des 50% à la cession de boîtes. Et donc tout ce qui était hôtellerie ou bureau était une catastrophe et c'était beaucoup trop cher. Et les rendements étaient très faibles, on était en dessous de 4%. Donc je me suis intéressé à d'autres zones, et notamment le sud de la France, on en parlera après. Mais en gros, business angel, non, moi ce qui m'intéresse, si tu veux, quand je fais des investissements, c'est vraiment de rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets vraiment souvent innovants, des jeunes, souvent ils ont entre 20 et 30 piges. Moi, c'est ce qui me plaît. J'écoutais l'interview de Patrice, je lui ai dit, tiens, j'ai vu que je suis le deuxième à passer, qu'est-ce qui s'est dit au premier pour voir que je puisse préparer un peu. Et Patrice disait un truc très juste, il disait, quelque part, on a envie de ne pas être dépassé. Je crois que c'est ça aussi, les business angels. Moi, j'ai 41 ans, alors je ne suis pas le plus âgé, je pense, des business angels, peut-être même l'un des plus jeunes, mais c'est vrai qu'on a envie d'être toujours à la pointe de ce qui se fait. Et je pense que quand tu cèdes ta boîte et que tu ne recrées pas et que tu n'es plus dans l'écosystème digital, c'est très, très difficile. Ça va très, très vite. Je veux dire, tout évolue très, très vite. Et donc, pour pouvoir rester, on va le dire, dans le move du digital, dans l'écosystème du digital qui nous a fait, hein, quelque part, on investit sur des boîtes qui sont assez innovantes. Et en fait, voilà, on a une certaine fierté à accompagner ce genre de boîte, même si c'est les entrepreneurs qui font de leur projet, qui vont au bout de leur projet. Donc moi, j'étais assez présent au début pour répondre à ta question initiale. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui, comme je te l'ai dit. J'ai mon équipe, une personne notamment qui s'occupe que de ça, David, que je salue, qui s'occupe d'analyser les dossiers. On en reçoit quand même pas mal. On fait 2 deals par mois. On ne peut pas tout faire. Les conditions du deal, c'est d'avoir faire au moins un minimum de chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'avoir au moins quelques clients. J'aime bien quand c'est du B2B parce que quand c'est validé généralement par des PME ou corporate, ça montre qu'il y a déjà une vraie traction. Mais c'est vrai que je suis de moins en moins, il faut être honnête. Là, j'ai envoyé un petit mail sur 60 startups à une quarantaine. David a vu les autres.
pour savoir comment ça se passait. Et je suis plutôt à la demande. Ceux qui veulent me parler me contactent, on se fait un Zoom comme là, une demi-heure, et puis voilà. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins disponible qu'avant. Maintenant, ils ont tous mon mail, mon téléphone. S'ils veulent me contacter, je les rappelle. D'accord. Et alors, c'était quoi enfin, parce que je ne sais pas si ça a évolué depuis le début de ton activité d'investisseur en startup, mais c'est quoi tes secteurs de prédilection, tes business models de prédilection, tes critères, quoi? Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est B2B, j'aime bien tout ce qui est B2C, marketplace, foodtech. Foodtech, j'ai par exemple fait Feed, Yuka, je ne sais pas si on l'avait dans foodtech, par exemple, quelque part. Ouais, si. Ouais. J'aime bien tout ce qui est mobility, One Park, qui là, avec, c'est sûr, les parkings, a vécu 2 mois un peu compliqués, mais qui va repartir fort. Zenride, qui a fait une double page du Parisien il y a 2 jours, que j'ai accompagné. Alors ça, je suis assez content parce que c'est 2 jeunes qui étaient avec une feuille blanche à Dauphine, à l'incubateur Paris-Dauphine, que je salue aussi, puisque je suis au jury de Dauphine, même si je ne suis pas forcément à toutes les sessions, parce que j'habite dans le sud, et surtout maintenant. Les transports, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc Antoine et Thomas qui sont arrivés, on dit voilà, on a un projet de location de vélo à assistance électrique. Ils n'avaient pas un client, ils n'avaient rien, et on les a pris, voilà, je les ai accompagnés depuis le début. Et là, ils vont annoncer une levée de fonds. Et là, ça explose, quoi. Clairement, ils ont de l'appel entrant et c'est génial, quoi. Donc, typique, voilà, j'aime bien les startups qui ont quand même un impact sur la société. C'est le cas de Yuka, c'est le cas de Zenride, il y en a d'autres encore. Hein. Tiens, il y a mon portfolio en ligne pour ceux qui sont intéressés. Tu as Port Investment Portfolio, il y a une 60aine de participations. Il y en a 2-3 qui sont disclosées parce que c'est un peu confidentiel, mais sinon, ils y sont tous. Ok. Et alors, tu avais je sais pas, un stade de maturité préférentiel? Tu investissais plutôt en seed au tout début, au stade de l'idée? Alors ça dépend. L'idée non. Là, pour Zenride, c'est particulier parce que c'était vraiment mon rôle de mentor pour Paris-Dauphine. Donc, je les ai accompagnés depuis une feuille blanche, mais en général, non. En général, il faut au moins faire un peu de chiffre d'affaires, avoir un peu de traction, avoir un peu éprouvé son modèle, avoir un market fit sympa. Je n'investis pas en général au tout début. Là, j'ai reçu un dossier ce matin, juste avant, cet après-midi, où c'est pas assez mature pour moi. Donc, dans ce cas-là, je le dis assez vite. Donc après, c'est quoi le portrait robot d'une startup qui t'intéresse? Tu sais, genre, tu as dit que tu aimais bien le B2B. Bon, tu as dit que tu aimais bien le B2C aussi, mais parlons de Marketplace, ouais, mobility. Imaginons une boîte en B2B. Il faut qu'elle fasse combien de CA ou qu'elle ait combien d'utilisateurs pour avoir un call avec toi? Utilisateur, c'est compliqué parce que, pour info, Yuka, j'ai hésité à le faire. J'ai bien fait de le faire, mais parce qu'à l'époque, ils ne monétisaient pas du tout. Et c'est vrai que j'avais fait une première participation, c'est la seule qui a fermé d'ailleurs en 3 ans, qui ne monétisait pas. Et donc, je me suis dit, c'est bien d'avoir de nombreux utilisateurs, mais il faut surtout que ça monétise, ça rapporte du chiffre d'affaires. Donc, en général, des applications qui viennent me voir avec 100 000, 200 000, 300 000 abonnés et une croissance même de 100% par mois. Déjà, ce n'est pas si fréquent, mais ce n'est pas pour ça que je vais aller forcément sur l'investissement. Yuka, c'était vraiment différent. Ils avaient déjà 4 ou 5 millions d'utilisateurs. Ils se sont pris une croissance en pleine face. Donc, ils n'avaient pas eu le temps de monétiser. Et depuis, ça évolue et ça évolue. Ils monétisent, ils gagnent de l'argent, ils sont profitables. Mais c'est vrai que sinon, les utilisateurs… Non, par contre, en chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait, on va dire, 10-15 cas de MRR avec une croissance, je dirais, passée d'au moins 20% mensuel et 20% après. Et évidemment, un fondateur top, là on pourrait venir, qu'est-ce qu'un fondateur top, et une vision et quelqu'un de très ambitieux, mais en même temps assez réaliste. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui nous expliquent que ça va être la future licorne, mais au final, quand tu regardes un petit peu leur business, tu te rends compte que ça va être compliqué, quoi. Ah, d'accord. Justement, ma question suivante, c'était qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur compétent selon toi? Donc tu parles d'avoir les pieds sur terre. Il y a d'autres. Ce que je t'ai dit, ambitieux, pieds sur terre, qui se remet en question. On a beaucoup. Le défaut de ce que je rencontre, parce qu'on a quand même pas mal de boîtes, et même dans le contexte qui forcément ont certaines difficultés. La remise en question est toujours bonne, mais même à notre niveau, il faut toujours se remettre en question. Si tu ne te remets pas en question, tu es dépassé, tu es biaisé en fait par ta volonté de réussir. Le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il a tellement d'embûches qu'à un moment donné, il a eu l'habitude de trépasser toutes les embûches, et donc il peut être biaisé par sa vision qui peut pas forcément, qui peut-être pas la bonne. Il se dit tiens, une embûche de plus, donc je vais la passer. Mais des fois, tu peux pas la passer. Il faut juste reculer, observer et contourner ou s'arrêter et mieux reprendre plus tard. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pour, je dirais 10 à 15% des participations, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire stopper, regarder quelles sont les décisions qu'on doit prendre et à quel moment on pourra repartir. D'accord. Alors justement, parlons de la crise, ou peut-être même avant. Donne-moi ta vision de l'écosystème startup français d'avant Covid, d'avant Covid-19. Cet écosystème a beaucoup changé
ces 5 dernières années, énormément Je changé. l'ai vu. Comment tu l'analysais, comment tu voyais l'écosystème avant la crise? Alors, plusieurs choses déjà. Donc, ça fait depuis 2015, mais c'est surtout depuis 2017 que j'investis. Donc, j'ai vu l'évolution comme toi, je pense. Première chose, c'est assez facile maintenant, notamment avec BPI en France, de financer sa boîte en seed. Quand je dis assez facile, attention, hein, il n'y a que 10% ou 15% des boîtes qui se financent, mais avant, c'était peut-être 1%. Donc, c'est 15 fois plus facile. Maintenant, quand on dit que c'est facile, certains entrepreneurs pensent qu'ils sont à 100% de chance d'être investis. Non, c'est un investissement sur 6, voire sur 10. Je parle avant Covid. Voilà. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Ensuite, les valorisations, hein, on en parle souvent, on en a parlé ensemble déjà quand on s'était vu à Paris il y a quelques mois. Depuis 18 mois, je dirais 24 mois, on voyait des valorisations complètement délirantes. Et je pense que souvent on dit les entrepreneurs, ils ont des valorisations trop importantes. Non, je pense qu'il faut voir le problème à l'envers. Je pense que c'est les VC qui ont un vrai problème parce que quand ils valorisent, qu'ils ont beaucoup de cash, au lieu de lever 500 millions, ils lèvent 1 milliard. Ils lèvent 1 milliard, ça, on l'a vu avec, par exemple, à un autre niveau avec SoftBank et WeWork, qui a survalorisé une boîte alors qu'elle valait certainement 10 à 20 fois moins. Donc, les VC ont un rôle à jouer. Et Patrice le disait très bien aussi, hein, encore salut Patrice la semaine dernière, et j'étais parfaitement d'accord avec lui. Quand tu vois des tours de 20-30 millions de levée, c'est-à-dire une valeur d'à peu près 60 à 80 pour des boîtes qui font 1 à 2 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une valorisation entre 40 fois et 60 fois le chiffre d'affaires, c'est irrationnel. Mais en même temps, l'entrepreneur, il peut lever 30 millions au lieu de 5, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 30 millions. Et il ne voit pas que derrière, les conditions de ratchet, de liquide pref sont extrêmement pénalisantes en cas de chute. Il faut faire un sans faute. Quand tu survalorises, il faut faire un sans faute. Et malheureusement, dans la vie d'entrepreneur, le sans faute, c'est très rare. Et donc, tu le payes un jour ou l'autre. Voilà. Donc tu penses qu'un entrepreneur se tire une balle dans le pied en fait, à lever une valeur trop élevée oui. trop tôt? Oui, déjà, moi, je suis toujours partisan d'essayer de le moins lever possible, en tout cas de moins se diluer possible. Si aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir business angel, c'est parce que je ne m'étais pas trop dilué quand j'ai vendu Santiane. Quand j'ai commencé à céder ma boîte, il me restait 91% du capital. J'avais fait que du cash-in avec BNP en 2011 pour 5 millions de levées pour une boîte qui était déjà valorisée 55 millions post-monnaie, mais on faisait déjà 12 millions de commissions et 2,5 millions d'EBITDA. Donc, moi, je suis partisan de conserver au maximum. Ça, c'est possible aussi quand tu as des business à BFR négatifs, ce qui était le cas dans le courtage. Malheureusement, ce n'est pas le cas, évidemment, dans d'autres business. Mais globalement, oui, il faut. Aujourd'hui, il y a eu la course à la levée depuis tout le temps, mais depuis 2-3 ans où c'était celui qui lève le plus. Maintenant, je dis toujours qu'une boîte ne vaut pas forcément seulement avec ce qu'elle a levé, même si certains vont dire la valorisation, elle vaut au moins ce que tu as levé. Oui, mais ce n'est pas pour ça que tu crées de la richesse. Pas parce que tu as du cash que tu as créé de la richesse. Tu as du cash, mais tu n'as pas créé de richesse. Et c'est vrai que voilà, je suis toujours surpris de voir des valorisations qui sont assez phénoménales. Et je pense que les Uber, qui encore, j'ai vu, a perdu 3 milliards le Q3 dernier, qui dure depuis longtemps, que Amazon, qui en fait pendant des années n'a pas été rentable, est vu comme un modèle parce qu'aujourd'hui est très rentable. Mais Steve Jobs avait une vision à très long terme, à créer des valeurs rentrées très importantes. Ce n'est pas le cas des boîtes qui lèvent et qui crament dans du marketing ou dans de la pub. Donc, je pense que voilà, il faut. Voilà. Et là, depuis le Covid, évidemment, les valorisations sont revenues, on va dire, à la normale, où on voit que même certains entrepreneurs qui étaient plutôt gourmands reviennent les pieds sur terre et se disent bon, comment je fais pour tenir les 12 ou 18 prochains mois? En tout cas, c'est le conseil que je donne. Comment vous faites pour tenir 12 à 18 mois? Parce que, à mon avis, le choc économique est plutôt devant nous, derrière nous. Je pense qu'on va avoir un été rude et un hiver froid. Alors, en tout cas, j'anticipe ça. Certains pensent à une reprise en V ou en U. Moi, je pense que ça va être un U avec un long plateau en bas. Et donc, évidemment, quand tu as une baisse du PIB de moins 8 en France, quand en 2008, tu avais une baisse du PIB de moins 3%, même si les gens ils pensent que ça va être une remontée très rapide, moi, je suis très sceptique sur une reprise en U dès 2021 à plus 7 comme annonce le gouvernement. J'y crois pas du tout. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment que les startups soient outillées pour tenir toute l'année 2020, évidemment, et l'année 2021 en grande partie. Après, il y a des business dans le digital. Moi, j'en avais une hier qui me disait que c'est plutôt favorable. Ils ont de l'appel entrant, ils se développent. Donc, tu as 3 types d'entreprises. Tu as celles qui ont il y a un effet positif du Covid et donc qui ont du cash. Bon, il faut qu'on continue. Il faut qu'elles fassent attention au cash, mais elles pourront le relever. Il y a des startups qui lèvent encore. Là, j'ai encore fait des investissements la semaine dernière, donc ça fonctionne. Même si on voit quand même qu'il y a beaucoup de BA qui ont levé le stylo, on en parlera après. Ensuite, tu as celles qui sont vraiment touchées de plein fouet et qui n'ont pas le cash. Et là, c'est très compliqué. Celles qui étaient en train de lever et qui n'y arrivent pas là, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait 3 bridges là, pendant le Covid pour des startups que j'estime valables sur le long terme qui avaient problème de cash. Et ensuite, il y a celles qui sont touchées et qui ont le cash et elles peuvent durer aussi. Donc, il faut analyser en fonction. On ne peut pas dire qu'il faut tout arrêter ou tout commencer. Ça dépend des business et du cash de la boîte. Alors, comment tu as
comment tu as vu arriver cette crise? C'est marrant parce que je me souviens qu'au tout début, quand on commençait, c'était même avant le confinement, on avait échangé par texto et tu me disais putain, ça va être la merde. Et c'est vrai Écoute, que tu me paraissais plus pessimiste que les autres BA avec qui je parlais. Comment tu as vu arriver ça? écoute, je suis revenu de Dubaï en décembre et j'étais malade début janvier. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid ou pas. Ah, c'était toi qui nous a ramené ça? Non, je ne pense pas parce qu'il y en a le patient zéro, je crois bien, du Nord et du 27 décembre, mais je pense même que c'était avant. En fait, si tu veux, j'étais malade, assez malade. Hein. J'avais tous les symptômes, presque en tout cas. Donc, je me suis dit, tiens, ça m'a un peu perturbé. Vraiment, j'étais à terre, ma femme aussi, les enfants n'ont pas eu. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, généralement, la grippe, tout le monde attrape. Et puis, tous les adultes que j'ai croisés qui venaient chez moi pour l'entretien de la maison ou autre sont tombés malades. Donc, je me dis, bon, c'est quand même hyper contagieux. Et je me souviens que j'étais au bureau, j'étais mon équipe, j'ai dit, putain, si j'avais 30 ans de plus, peut-être j'y serais passé parce que c'était vraiment violent. Bon, ça a duré 2-3 jours, donc ça n'a pas duré trop longtemps, mais violent. Hein. Et donc, j'étais assez alerté. Et quand j'ai vu, en fait, le 24 janvier, que les Chinois construisaient un hôpital de Milly, moi j'ai beaucoup voyagé, comme tu sais, on en parle souvent, j'ai dit, tiens, les Chinois, ils construisent Milly en urgence. 2 jours après, c'est pas Milly, c'est 2 hôpitaux de Milly. J'ai dit, waouh, il se passe un truc. Et ensuite, le 2 février, Wuhan est confiné, une ville de 20 millions d'habitants. Donc là, j'étais assez inquiet, pour être honnête. Et donc, on s'est confiné en famille depuis, on va parler pour des fous, depuis le 11 février. Donc, un peu plus d'un mois. Et en fait, j'ai passé quasiment 10 jours à tout préparer, le confinement, les courses, des masques. Donc, c'était quasiment fin janvier, entre fin janvier et début février. J'en ai parlé à des personnes de mon équipe en me disant, voilà, soyez discrets, je vous le dis, je pense qu'il va se passer quelque chose. J'avais même dit à ma femme, écoute, s'il ne se passe rien, parce qu'il ne se passe rien entre mi-février et fin février, j'en parlais à quelques-uns, mais jusqu'au 10 mars, j'en connais beaucoup qui ont été en salle de sport, qui ont continué. J'ai dit à ma femme, s'il ne se passe rien, appelle le plus grand psychiatre de France et que j'ai un gros problème psychologique. Parce que là, vraiment, je pense qu'il va. Voilà, c'est pas possible. Et donc, quand Macron finalement a confiné, je crois que c'était mi-mars, nous, ça faisait déjà un mois qu'on était prêts. On était en télétravail chez nous pour réalité depuis le 2 mars, donc 15 jours avant le confinement. Donc, en fait, on n'était pas en réaction. On était préparé. Donc, j'étais presque rassuré parce que je me suis dit, je ne suis pas fou. Donc, j'ai pas besoin de consulter, ça va. Et après, je me suis dit, oulala, il y en a, ils n'ont pas forcément vu arriver, donc il va y avoir des conséquences. Et là, j'ai commencé à prendre certaines dispositions, donc mi-février sur différents placements ou autres, parce que si tu crois, en tout cas, à partir du moment où tu crois à quelque chose, il faut aller au bout. Donc, j'ai dérisqué pas mal de choses. D'ailleurs, en immobilier, en 2019, j'étais assez inquiet sur 2020, sur la partie économique. Je crois même qu'on en avait parlé ensemble il y a 6 mois. Je disais, je ne sens pas trop l'année 2020, non pas à cause d'une pandémie, je n'avais pas prévu ça, mais parce que ça faisait depuis 2-3 ans que le marché bruissait d'une crise, on l'a vu venir. Et je pense que le Covid n'a été qu'un accélérateur de cette crise. Certains disent que ce n'est pas une crise structurelle. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'on est sur une crise structurelle. Et quand tout est haut, quand l'or est haut, quand l'immobilier est haut, que ce soit résidentiel ou tertiaire, quand les actions sont hautes, quand le private equity est haut parce que les taux sont bas, il y a un moment où ça pète. Et je pense que ça aurait pété, peut-être pas de cette ampleur, mais ça aurait pété et que quelque part, ça arrange certaines banques de pouvoir délester un petit peu parce qu'à mon avis, elles ont des placements ou des financements, certains un peu moisis, et qui traînent au fond des cadavres, et donc elles font des provisions Maus. Et quelque part, ça retire toute responsabilité sur des mauvaises gestions. C'est le Covid, c'est pas nous, donc on provisionne. Voilà. Après, oui, donc j'étais très pessimiste et je pense que quelque part, maintenant, tu vois que j'avais pas tort sur ce coup-là, en tout cas. Ouais, et donc tu as pris ton téléphone et tu as appelé tous tes entrepreneurs pour leur dire, bon les gars… Pas du tout. J'ai appelé. Non, franchement, non, parce que j'ai essayé d'en appeler, d'échanger avec 2-3. Certains m'ont écouté, certains ont fait des courses, des mi-février. À l'époque, fin janvier, tu trouvais des masques FFP2 comme ça. Non, mais voilà. Donc, certains m'ont écouté, l'ont plutôt du coup bien vécu, m'ont remercié même. D'autres ne l'ont pas forcément écouté. Voilà, ça a été. Après, ils m'ont dit, écoute, sur ce coup-là, tu avais raison. Mais en fait, si tu veux, encore une fois, quand tu ne veux pas voir, tu ne vois pas, quoi. Là, si tu regardais ne serait-ce que Twitter et ce qui se passait depuis fin janvier, début février, c'était assez clair. Je veux dire, les Chinois, quand tu les connais, ils sont 1,4 milliard. Ils ont une considération de l'humain qui est assez spécifique. Donc, pour faire des hôpitaux et pour confiner 20 millions de personnes, c'est que ça fait déjà un moment qu'il se passait quelque chose. D'accord. Bon, écoute, comment cette crise, elle va… est-ce qu'elle change quelque chose pour toi dans la vision de l'avenir, dans ton approche de l'investissement, dans tes futurs critères de sélection? Est-ce que du coup, tu vas miser que sur des boîtes qui sont Covid compatibles, c'est-à-dire qui peuvent faire du business malgré un confinement éventuel? Comment tu vas évoluer? Écoute, ça n'a pas changé grand-chose au final, parce que moi j'investissais déjà sur entre guillemets des boîtes qui étaient relativement saines, qui pour certaines avaient une possibilité d'être rentables, en tout cas à court, à moyen terme.
Bon, certaines sont du spéculatif pur parce qu'il y a un côté sympa, mais la plupart sont assez résilientes. Là, sur les 4, je dirais sur les 60 boîtes, dont je retire les 10 que j'ai fait depuis le début de l'année et les 5 depuis le confinement, sur les 50 qui ont été créés avant, il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont en difficulté, et peut-être 2-3 qui vont vraiment fermer dans les 6 mois, mais le reste vont continuer et je dirais même se renforcer. Pour moi, tout simplement, tu sais, le Covid, c'est un accélérateur de la digitalisation. Je pense qu'on va gagner quasiment 5 à 10 ans en l'espace d'1 ou 2 ans, que ce soit pour le télétravail, on en parlera après, que ce soit, toi, on avait le télétravail par exemple 10% en France, à peu près 35% dans les pays nordiques. Ça ne me choquerait pas que dans les 2 ans, on passe peut-être déjà à 20-25% en France. Toutes les startups que je connais, moi, par exemple, nous, on continue le télétravail jusqu'à au moins fin août. Et ce n'est pas dit qu'au cours d'un real estate, en fonction de la pandémie, parce qu'on ne sait pas trop si on est en première vague, en deuxième vague, comment ça va continuer. Moi, je ne pense pas que ça va disparaître comme ça. Sauf si c'était vraiment la deuxième vague et que c'était une première vague entre octobre et janvier, comme on commence à l'entendre. Mais nous, on peut continuer le télétravail assez longtemps. Et je pense que beaucoup de boîtes se sont rendues compte que quand tu as une bonne connexion et que tu fais confiance aux gens, bah, tu peux les faire travailler à distance. Je dis souvent que ce n'est pas parce que tu es dans un bureau côte à côte que tu travailles ensemble. Moi, je connais beaucoup de boîtes qui sont côte à côte et ils ne travaillent pas ensemble, ils se tirent dans les pattes. Il vaut mieux travailler ensemble à distance que travailler côte à côte. Voilà, c'est tout con, mais les gens, j'étais un peu scandalisé. J'ai des copains à Paris qui sont dans des grosses boîtes, ou certains de ma famille qui me disent qu'ils ont reçu un mail du DG ou du président qui dit bravo, le télétravail a été génial, mais pour la convivialité, la cohésion d'équipe, on veut que vous retourniez au bureau. Ah, pardon, la cohésion d'équipe, quand tu y vas avec ton masque, à 5 mètres l'un de l'autre, tu dois passer dans le couloir et que tu as un checkpoint comme à Bagdad dans le SAS, wow, tu arrives, que tu as pris les transports en commun, que tu arrives en âge, que tu es déjà mal, où est la cohésion, quoi? Donc je pense que tant qu'il n'y a pas encore vraiment de recul sur le virus et qu'on a repris clairement pour des raisons économiques et que le virus tombe toujours, si on peut on va dire soulager ses collaborateurs en télétravail, c'est le bon sens, quoi. Voilà. Donc, notamment pour les cadres, où ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. En général, ils le savent. Donc, je suis assez surpris que les grosses boîtes reprennent si vite le travail. Puis, ça se trouve, dans 3 semaines, ils vont reconfiner. Hein. Donc, pour des raisons de sécurité, on reconfine. Par contre, ils leur ont demandé de retourner bosser là hier pour des raisons. Voilà. Donc, bon, voilà, on sent que ça tâtonne un peu et que finalement, je dirais que les petites boîtes, les startups et autres, même les TPE, même quelques PME se sont mieux adaptées que les très grosses boîtes qui, en fait, n'ont aucune vision, quoi. Voilà. Ouais. Je pense que c'est surtout justement, parce que du coup, tu as l'air plutôt optimiste quant à l'avenir immédiat de l'écosystème startup, parce que tu nous dis, parce que tu dis que tu vas continuer d'investir, que les startups, elles sont adaptables plus facilement. Mais à côté de ça, tu dis qu'il va y avoir une reprise très lente. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la reprise, elle sera lente pour l'économie macro, mais peut-être plus rapide pour les startups qui s'adaptent plus facilement. Disons que je suis optimiste pour tout ce qui est digital, donc qui était notre secteur, toi, moi, l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, vente à distance, sécurité, visio, parce qu'on voit bien que beaucoup de banques même s'y mettent. Par contre, je suis pessimiste pour l'économie en général. Quand tu as les restaurateurs qui ne peuvent pas rouvrir et que j'entends le président des restaurateurs qui parle de 20% de casse quoi qu'il arrive et 40% si l'été va être mauvais, et je pense que l'été sera mauvais, forcément, il va y avoir de la casse. Donc, il ne va pas forcément y avoir de la casse dans notre secteur digital, il va y en avoir forcément, mais je suis plus inquiet pour les commerçants, les artisans, qui, eux, n'ont pas cette chance, ont toujours des points physiques, ne peuvent pas, on va dire, digitaliser. Le coiffeur, comment tu veux qu'il digitalise son économie, c'est impossible. Le boucher, comment il peut faire? S'il peut livrer à domicile, mais ce n'est pas forcément son ADN, il n'y a pas forcément… Tu vois, donc, je suis inquiet pour l'économie en général, et comme en 2008 et comme en 2001, tu vois qu'il y a à peu près 6 mois de décalage entre, en général, un début de crise, voire 12 mois, et un crack, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien vu. Je pense qu'aujourd'hui, le chômage partiel est une broque douce. Je pense que les PGE, les prêts garantis d'État, on prend le cash comme si c'était donné, sauf qu'il va falloir le rembourser. Et ceux qui pensaient que la BCE allait raser gratis, comme je dis, c'est-à-dire racheter les dettes à taux zéro, les Allemands viennent de sonner le tocard. Ils viennent d'expliquer que non, ça ne va pas être si simple et que leur conseil constitutionnel indiquait qu'ils allaient demander des comptes à la BCE. Donc, je pense qu'on va avoir un hiver qui risque d'être compliqué. Je souhaite que ça reparte très vite. Franchement, je serai le premier à être satisfait, mais par expérience, pour avoir connu différentes crises, je pense que l'hiver va être assez rude pour beaucoup de commerçants, artisans, les hôteliers. Les grands groupes, évidemment, vont réussir à lever de la dette et s'en sortir, mais les indépendants, ça va être très compliqué. D'accord. Et alors, est-ce que, pour essayer de voir le bon côté des choses, est-ce que du coup les loyers vont enfin baisser? Les loyers d'entreprise vont enfin baisser? Alors, ils baissent déjà, pour info. Ouais. J'en parlais avec mon notaire à Paris et d'autres conseillers qui expliquaient que tu as vu le massacre de WeWork, donc le leader mondial leader mondial, non, même pas, le numéro 3 du coworking dans le monde, parce que le leader mondial est WWG, qui prenait des loyers à 850 ou voire 870 dans le 8e prime à Paris. Et aujourd'hui, il n'y a aucun investisseur qui achète un bâtiment au-dessus de 650.
Donc, on voit déjà que le loyer, il y avait une espèce de bulle et qu'évidemment, c'est en train de baisser. Pour info, donc on en parlait juste en préalable au début du webinaire, SoftBank vient de donner 10 milliards. Donc, et Adam Neumann ne touchera pas le milliard 5 qui lui était promis. En même temps, c'est un peu logique. Donc oui, il y a une bulle de partout. Il y a une bulle avec Uber, j'en parle depuis 3 ans. Il y a une bulle avec WeWork. Il y a une bulle de partout. Mais en même temps, quand il n'y a plus rien qui rapporte, que quand tu places ton argent au fonds en euros, tu es à 1,50. Quand tu places en action, pour peu que tu n'aies pas pris de disposition en février, tu perds moins 30, entre moins 20 et moins 30. Tu te dis qu'est-ce qui rapporte. Donc voilà, et l'immobilier, c'est vrai, en tout cas, fait valeur une sorte de valeur refuge. Et même si à 3-4 ans, c'est compliqué, en tout cas, ceux qui m'achètent les bâtiments investissent à 20 ans et ont une vision à long terme. Par exemple, moi, je pense qu'il va y avoir de la vacance. Clairement, je pense que le plus grand danger aujourd'hui pour du bureau d'entreprise, c'est les grandes villes. Je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte que des fois, tu n'étais peut-être pas plus mal à la campagne, passer 2 mois en Bretagne ou ailleurs, où tu veux, Atlantique, Côte d'Azur, peu importe, que grande ville, sauf si tu as un balcon, une terrasse, un truc sympa. Et moi, j'ai plein de copains qui m'envoyaient leurs photos où c'était gris et on voyait un mur en face. Donc, c'est sûr que on n'est pas à Paris pour être enfermé chez soi H24. C'est sûr. Donc, c'est sûr que ces gens se posent des questions. Et moi, je pense qu'il va y avoir, pas tout de suite, parce que les gens, il faut qu'ils vendent leur maison ou leur appartement ou qu'ils trouvent un autre boulot, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont muter, non pas forcément en banlieue, mais à la campagne. Et donc, ça va aider les régions et que les régions ont vraiment un vrai avenir. C'était déjà le cas depuis un moment avec le TGV Bordeaux 2 heures ou Lyon ou autre. Marseille qui a beaucoup croît ces dernières années. Mais je pense que les régions ont un vrai avenir. Donc, je pense que d'abord, moi, je n'investirais pas dans du bureau d'entreprise dans les grandes villes, plutôt en périphérie, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de petits bureaux proches des gens. J'ai même un copain promoteur qui, dans le logement, qui me parlait, je trouve ça très intéressant, de dire, bah, écoute, nous, ce qu'on va faire, on va créer 200 appartements et on va créer un bureau de 200 mètres carrés en bas de la résidence. Comme ça, les gens, en plus d'avoir une connexion chez eux, bah, s'ils veulent s'isoler en bas de chez eux, sans avoir besoin de faire une demi-heure de route ou une heure, ou s'ils veulent imprimer, on aura une imprimante dont les charges énormes, bah, ils n'ont pas besoin d'aller au bureau pour imprimer 300 feuilles ou scanner 300 feuilles. Bah, je pense que ça, c'est l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est de limiter les trajets, être beaucoup plus local. Et je ne suis pas bobo dans l'âme. Je ne suis pas forcément le super bobo. Parce que souvent, on dit que les gens qui pensent local et autres sont des bobos. Non, je pense que c'est le bon sens. C'est le bon sens de consommer local, de peut-être faire moins de route. Tout le monde se plaint des embouteillages, mais tout le monde, dès qu'il peut, prend sa bagnole. Moi, le premier, j'ai une voiture électrique, mais il n'empêche que je la prends quand même. Bon, il faut dire que nous, chez nous, la voiture est assez encore développée. Entre Cannes et Sofia, il y a les transports en commun, mais ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que quand tu regardes, je pense qu'il va y avoir une incidence assez importante, en tout cas psychologique. Et après, est-ce que ça va être suivi d'effet On va le voir vite. Mais je pense que oui, le télétravail va s'accentuer, le local va s'accentuer de façon générale. Et puis, il y a aussi beaucoup de salariés ou de collaborateurs qui ont été assez déçus de comment a été gérée la crise par leur boîte, qui ne savaient pas trop quoi faire, comment faire, qui disent, mais finalement, pourquoi je travaille pour ces gens-là? Donc, soit je me mets à mon compte, soit je travaille pour d'autres boîtes. Donc, peut-être qu'il va y avoir aussi des reconversions. En tout cas, j'ai beaucoup de copains dans des grosses boîtes qui pensent à démissionner et à retrouver un autre job, quel qu'il soit. Ah ouais, ok. Donc, tu vois quand même des effets assez profonds Oui, après, est-ce que… qui peuvent être bénéfiques d'ailleurs. Oui, je pense que oui. Je pense que quelque part, ça responsabilise. Quand tu as quelqu'un qui a toujours fait des belles études, qui est recruté par une belle boîte qui fait carrière et qui se rend compte qu'au bout de 15 ans ou 10 ans, que sa boîte, elle n'a pas forcément géré ou qu'elle le prend pour un pantin, elle lui dit le lundi, tu viens au bureau, le mercredi, tu ne viens plus. J'ai vu ça. Hein. Le lundi, tu retournes au bureau, le vendredi, tu ne vas plus. À un moment, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que moi, je décide? L'école, vous me l'amenez le 11 mai. Ah non, c'est plus le 11 mai, on n'est pas prêt, c'est le 18. Hop, on te rappelle, c'est le 12 mai. Il y a un moment, tu prends tes responsabilités. Moi, mes enfants, ils ne retournent plus à l'école là en mai. On va faire l'école jusqu'à août et après on verra. Donc, et beaucoup de gens, c'est vrai, n'avaient pas forcément cette logique de décider tout pour eux. C'est-à-dire que leur boîte décidait pour eux. Tu poses des congés, on te les valide ou pas. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu décides de tout. Donc, tu as déjà cette logique quelque part. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prendre encore plus en main et peut-être, oui, vont prendre leur vie en main. Ils vont décider plus du lieu où ils veulent habiter, de comment ils veulent travailler. Et ça va avoir un impact très important sur les entreprises. J'ai vu que Peugeot disait que le télétravail PSA, le groupe PSA, était maintenant la norme. Je pense que on va avoir beaucoup de boîtes dans ce sens-là dans les prochains mois. Bon, bah écoute, c'est super intéressant. Moi, j'ai tendance à penser à peu près comme toi. J'espère que nous, entrepreneurs, on a tendance à être optimistes aussi. J'espère qu'on ne l'est pas trop. Mais écoute, en tout cas, c'est vachement intéressant. Merci pour tous ces retours.
Je te propose qu'on prenne quelques questions du public. Il y en a un petit paquet. Ça fait 40 minutes déjà, je n'avais pas vu le temps passer. Ouais, là, ça file, ça file. Alors, ouais, petit rappel pour les spectateurs, vous pouvez donc poser vos questions sur l'onglet Q&R. On va en prendre quelques-unes. Alors, question d'Adrien qui nous demande comment es-tu structuré en termes d'équipe? Tu l'as rapidement évoqué, mais redis-nous. Alors, ça dépend pour la partie court investment ou real estate. Écoute, c'est pas précisé, mais je pense que la question est valable pour les deux. Ok, on est une équipe très très réduite. Court investment, je suis tout seul avec David. Donc, je donne mon accord de l'investissement en 5 à 10 minutes quand je reçois le deck. Et après, David creuse en fait pour. Ah bah tiens, il répond Adrien Hardy qui dit immobilier, je pensais. Donc, je vais te répondre, Adrien, sur l'immobilier. Donc, pour les startups, on n'est que deux, moi et David, qui lui a une équipe aussi. Donc, c'est un indépendant qui m'aide sur les dossiers. Et puis, si il n'y a pas de no-go de David sur le réalisé, sur ce qu'on nous a vendu, bah go. Si on nous a vendu la Lune et que finalement on a à peine visé 100 km à côté de chez nous, bah, on ne le fait pas. Pour l'immobilier, on est une équipe assez réduite aussi, on est 6, mais des top guns. On n'est pas nombreux, je les salue, toute l'équipe, Aline, Thibaut, Oriane et autres. Une équipe de top guns avec chacun une spécialité et on arrive à faire des belles choses. Voilà. Mais je préfère être en équipe extrêmement réduite, mais indépendante, et avoir pas mal de prestataires. Sur des chantiers comme par exemple Naturae, tu as une quinzaine de prestataires, de sociétés prestataires. Donc ça fait travailler à peu près une cinquantaine de personnes sur un seul chantier. Mais sinon, en équipe, nous en interne, on est court investment, real estate, retenez moins de 10 personnes. Ok, très bien. Ça change des 350 chez Santiane avant. Ah, t'es monté sur 350 avec Santiane. Ouais, c'est bien aussi. Question de Selena. Avez-vous travaillé à un projet de start-up en urgence lié au Covid? Et sinon, avez-vous envie de vous lancer dans cette challenge? Non. Bah déjà, de créer moi une start-up en urgence, non, parce que ce n'est pas mon ADN. J'aurais plutôt investi dans les start-up. On m'a proposé des deals que je suis en train d'étudier, mais je le fais à tête froide. Je pense que l'effet de mode de dire faut absolument investir dans des start-up liées au Covid, c'est bien, mais alors si demain il y a d'autres pathologies, ou il y a, je sais pas moi, un tsunami, il faudra que j'investisse dans les bateaux. Enfin, voilà, je pense que non, je garde ma ligne de conduite. Et s'il y a des belles boîtes, on ne se refuse rien. Si hier, Michel, que tu connais, m'a proposé d'investir dans une boîte pour réaliser des tests, c'est une boîte aux États-Unis, pour réaliser des tests validés en 15 minutes chez soi. Donc voilà, il faut que j'étudie parce que je pense que ce n'est pas les seuls. Il y en a peut-être une cinquantaine de startups qui se créent. Donc la difficulté, ce n'est pas forcément d'investir dans un projet, c'est d'investir dans un projet et voir quel est l'environnement autour de ces projets, quel est l'environnement concurrentiel. Si des fois il n'y a pas de concurrent, il faut se poser la question pourquoi il n'y en a pas. Certains entrepreneurs me disent ah c'est génial, on n'a pas de concurrent. Moi ça m'inquiète parce que s'il n'y a pas de concurrent, c'est soit il y en a un qui l'a créé avant et il s'est planté, soit le marché est petit, ou soit c'est un marché qui n'est pas forcément hyper intéressant. Et s'il y a beaucoup de concurrents, voir comment se positionne la startup dans l'environnement concurrentiel. Voilà. Ok. On a une question sur la dilution et de la levée de fonds avec un VC. Comment faire pour ne pas trop se diluer lorsque j'ai l'impression que les VC souhaitent prendre en moyenne entre 10 et 15% du capital, sinon le dossier ne les intéresse pas? Oui, oui, mais lever 10 à 15%, c'est pas mal. Par contre, lever, en général, les fonds, c'est même un tiers. Hein. En général, quand tu lèves, tu perds un tiers à chaque ronde. Donc, si tu perds que 10-15%, j'ai envie de dire, l'histoire est belle. Après, il faut voir la valo, il faut voir ce qu'il t'apporte, il faut voir si tu apportes plus que de l'argent. Je pense que le gros avantage d'un BA par rapport à un VC, on n'en a pas parlé, mais c'est le fait qu'il est entrepreneur, donc il sait de quoi il parle, même s'il y a des fonds d'entrepreneurs. Et là, je promis que je saluerai Renaud Guilherme de Salle Capital, que tu connais, qui regroupe une centaine d'entrepreneurs ayant réussi dans le digital en France, qui est un super fonds. Hein. C'est avec Renaud et Salle qu'on a fait Petit Well notamment, ou Adrénaline, qu'on a fait le mois dernier. Donc j'aime beaucoup cette équipe. Mais c'est vrai que voilà, si tu dilues que 10-15%, j'ai envie de dire ça va. Mais malheureusement, en général, c'est un tiers. En général, quand quelqu'un lève 1 million, il vaut 2 millions pré-monnaie, soit 2 millions plus 1, donc 3 post-monnaie, donc un tiers, et ainsi de suite. Voilà, il y a d'autres boîtes des belles boîtes, arrivent à se diluer moins. Yuka, par exemple, s'est dilué beaucoup moins au son premier tour parce qu'ils avaient déjà une belle traction. Donc, tout dépend du réalisé. Mais bon, de manière générale, c'est sûr que c'est la contrepartie à lever des fonds. Oui, tu lâches de l'equity, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça qu'il vaut mieux lever quand tu as déjà un market fit intéressant, un product market intéressant, parce que du coup, en général, il y a une concurrence qui se crée, un process compétitif qui se crée, et le process compétitif est toujours intéressant pour l'entrepreneur, que ce soit dans l'immobilier
que je fais aujourd'hui. Hein. Moi, on a annoncé ce matin la vente de Nature et Nova pour 45 millions. On a un autre actif important qu'on est en train de céder. Il y a toujours un process compétitif et du coup, c'est un peu les enchères. Nickel. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, sur l'accompagnement des business angels. Comment un business angel accompagne une startup au quotidien? Donc là, on ne parle pas forcément de toi, mais de manière générale. Ça dépend, il y a de tout. Il y a des business angels qui ont des startup studios qui, eux, accompagnent très très fort. Ils sont hébergés chez eux, ils les financent, ils sont associés. Ensuite, tu as les BA qui sont très investis. Certains BA, j'ai entendu encore Patrice, hein, je reprends toi, salut Patrice, mais parce que je repensais à ce qu'il disait la semaine dernière où il veut créer son propre incubateur à compter de la rentrée, donc il veut être très très investi. Et après, il y a des BA comme moi qui le font plus, on va dire, par passion et c'est pas forcément le principal de notre activité. Hein. Comme je te disais, moi, ça représente moins de 10% et encore, en ce moment, c'est plutôt 5% que 10%. Et donc, bah, voilà, on accompagne un peu moins. Donc, au début, je vendais le fait que j'accompagnais de façon assez importante, ce qui était le cas. Et depuis 2 ans, je dis, voilà, je finance, mais je n'accompagne pas forcément. D'ailleurs, je crois que sur 60 boîtes, il y en a 20 que je n'ai jamais vues physiquement. Certains même, j'avais investi sans voir. Patrice me tuerait parce qu'il dit, moi, je refuse de faire un investissement sans rencontrer une fois l'entrepreneur. Moi, je le fais. Voilà. Je le fais. Bon. Oui, pour ceux qui ne savent pas qui est Patrice, c'est Patrice Thierry qui est fondateur de ProWeb CE, que j'ai interviewé la semaine dernière dans les mêmes conditions que Christophe. Et voilà, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de l'interview. Est-ce que pour Christophe, la souveraineté numérique de l'Europe a du sens ou est-ce que c'est une illusion? Je pense que ça a toujours du sens d'être souverain. C'est sûr qu'on est pris, j'ai envie de dire, sans jeu de mots, entre le marteau et l'enclume, entre la Chine et les États-Unis, et que l'Europe doit vraiment faire face, parce que là, je pense qu'on va se redresser en Europe, mais peut-être moins vite que les autres, parce qu'on a des règles et une bureaucratie qui est assez lourde, et qui fait que on chute moins vite, avec le chômage partiel et autres, mais on remonte aussi moins vite, parce que le Code du travail fait encore, malgré ce qu'a fait ce gouvernement, plusieurs centaines, voire milliers de pages. Oui, bien sûr, je pense qu'au niveau, et de plus en plus, au niveau, et pas que numérique d'ailleurs, même apprivoisement, on a vu pour les médicaments que c'était une hérésie, que 100% des médicaments dans le monde sont faits en Inde et en Chine. Je pense que les gens ont été choqués. Moi, j'ai un copain qui travaille dans le pharmaceutique, donc j'étais au courant, mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais alors qu'est-ce qui se passe si l'Inde et la Chine ne peuvent plus exporter, on n'a plus rien. Donc je pense que pas que pour le numérique, je pense que la souveraineté européenne, et pour avoir beaucoup voyagé, on a l'impression que tous les pays du monde, ou en tout cas la plupart ont des valeurs, on se rend compte qu'il y a très très peu de pays dans le monde qui ont la même valeur que l'Europe. Quand en Europe, et en France notamment, les gens pensent qu'on n'est pas un pays social, quand tu vois ce qui se passe dans d'autres pays, moi j'ai visité l'Asie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et d'autres, plein d'autres, et tu te dis non mais quand tu reviens en France, ça n'a pas de sens. Tu te dis, voilà, on a la sécurité sociale, le mec a un cancer, il se fait soigner. Donc, on a un beau modèle. Maintenant, il faut que ce modèle s'accentue pour pouvoir. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne chez moi. Le modèle s'accentue pour pouvoir être souverain sur la partie numérique. Après, créer un Google de l'Europe, si on peut, oui, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Une startup ensuite qui essaie de le faire, mais quand tu as des boîtes qui génèrent plusieurs dizaines de milliards par quarter de résultats, ça devient vite compliqué. On a une question d'Audrey qui a créé une boîte de papier toilette qui vend notamment en B2B et au CHR, donc les hôtels, restos et tout. Quand est-ce qu'ils vont rouvrir d'après toi? Oula, je suis pas magicien. Je vais prendre ma boule, je vais te dire, je vais prendre ma boule magique, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens dehors. Je suis sorti tout à l'heure en voiture pour voir, il y a beaucoup de gens dehors. Donc, je pense qu'on va savoir vite si ça remonte ou pas. Je pense que, en tout cas, le bon sens fait que le gouvernement attend de savoir si ça va remonter ou pas. Clairement, on a eu un déconfinement économique, donc on va vite savoir dans les 15 jours si, comme en Allemagne, d'ailleurs, ça remonte, comment ça remonte, quelle puissance, et en fonction, ils vont aviser. Mais je pense qu'ils laissent passer un peu de temps, peut-être dans un mois, et si ça remonte, peut-être qu'à la rentrée. Je pense que les boîtes qui vendent sur plusieurs canaux, genre qui vendent en B2B, en B2B, en B2B2C, elles devraient mettre en pause toutes leurs activités, par exemple CHR, et se concentrer sur le reste. Encore une fois, c'est très spécifique, ça dépend de chaque boîte. Tu as des boîtes qui, ça dépend si elle n'a plus de clients. Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Si vous n'avez plus de clients et que vous n'avez pas de visibilité, vous coupez tout, vous mettez chômage partiel, vous coupez toute l'acquisition, vous gardez le cash, vous cutez au maximum. Si c'est 50%, c'est 50%. Si c'est 90, c'est 90, mais ce qu'il faut, c'est survivre.
Ces boîtes-là sont en économie de guerre, donc il faut qu'elles survivent. Et ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 6 mois, c'est 12 mois. Parce que quand bien même le virus, dans 6 mois ou dans 3 mois, peu importe, il n'y a plus rien, il y a le temps que ça remonte, le temps que les boîtes reprennent un cycle naturel, ça va prendre encore plusieurs mois. Donc je pense que oui, si cette boîte-là est touchée et était fournisseur notamment des hôtels ou des restaurants, je pense qu'il faut tout couper et il faut attendre. Tu vas les répondre. Non, ça va être une livraison, je t'inquiète pas. Ok. Il y a des questions. Si tu arrives à y répondre, ça veut dire que tu es vraiment un oracle. Quel avenir pour une boîte comme Airbnb? Déjà, Airbnb, l'avenir est assez simple. Tu as vu, déjà, ils licencient 25% de leur effectif sur les 5500. Donc déjà, je pense qu'eux ont estimé que l'avenir n'était pas tout rose. Moi, très honnêtement, je suis assez pessimiste sur le travel et sur l'aérien, et je ne suis pas le seul. Quand tu regardes toutes les études de McKinsey ou de groupe Boston Consulting, ils prévoient que le trafic aérien mondial, je ne parle pas national, redevienne ce qu'il était au plus tôt au Q3 2023. Donc t'imagines, on sait qu'il y aura des mesures de distanciation. Donc quand un vol, tu as une place sur deux qui est cutée ou une place sur trois, ça veut dire que les vols sont à plus 50%, donc moins de voyages. Donc vu que la France est le premier pays du tourisme au monde et le deuxième est en Italie, c'est sûr qu'on va manger. Nous, on est sur la Côte d'Azur, on le voit bien. Quand tu vas sur la Croisette et que tu as tous les palaces qui sont fermés, et qui, même s'ils ouvrent, aucun Moyen-Orientaux ou presque, aucun Russe, aucun Américain, parce que ce n'est pas les Français qui peuvent payer 3 000 € la nuit, ça va être compliqué. Et je pense que ça fait partie justement avec les restaurateurs, les hôteliers, notamment dans le tourisme, qui vont, les campings, tout ça, qui vont manger. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Et là, l'été va être catastrophique. Bon, ça, je pense que les gens en ont conscience. La question, c'est à partir de septembre, est-ce que ça va reprendre ou pas? Et je pense que tout va dépendre et ça, on ne peut pas le savoir, si le virus va continuer à se répandre et dans quelle proportion. Moi, je pense que oui. Mais peut-être que si, comme on entend, on était déjà sur une deuxième vague, peut-être qu'il y aura une petite vague. Une petite vague, on n'en sait rien. Mais moi, je suis assez pessimiste sur les 12-18 prochains mois, économiquement en France, d'un point de vue global. Après, il y a le digital et il y a un peu le reste. D'accord. On a une question de Jean-Louis sur ta stratégie de sortie, donc d'exit d'investisseurs. Comment Christophe prépare ses prochaines sorties? Va-t-il allonger ses durées de détention? En fait, j'en ai pas de logique de sortie. S'il faut que je reste 2 ans, je reste 2 ans. S'il faut que je reste 10 ans, je reste 10 ans. Vu que c'est pour moi une activité tierce, c'est le gros avantage des business angels, je pense, c'est qu'on n'a pas de logique de sortie. Moi, j'ai des startups où il n'y a pas de logique de sortie, il n'y a pas de liquidité. On a la liquidité quand il y a un fonds qui rentre ou un autre. Et encore des fois, je réinvestis. J'ai réinvesti sur quelques boîtes parce que je mets des tickets entre 25K et 500K, donc c'est très large. Mais voilà. Par contre, les fonds, eux, ont une liquidité de 5 à 6 ans en général. C'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une des différences fondamentales entre les BA et les VC. Ça change tout, en fait. Et du coup, ça change tout, puisque tu es là, tu as un fonds qui rentre au bout de 5 et 6 ans, que tu sois en haut de ton BPP ou en bas, il veut vendre. Alors, des fois, il peut attendre 6 mois, mais globalement, il dit je veux vendre. Nous, si tu es en bas, on va plutôt te dire continue, puis si tu es en haut, on va te dire aussi continue, parce qu'on a envie que ça continue. Donc, au final, on a souvent envie que ça continue. Et puis, par moment, tu as des fonds qui ne se comportent pas forcément bien. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais qui obligent un peu certains BA à sortir. Je l'ai fait pour une startup que je salue, que je nommerai pas, parce que sinon on va savoir quel fonds c'est, qui est dans le RH, et que je suis parti malgré moi, parce que je savais que c'était une super boîte qui avait annoncé une levée il n'y a pas longtemps de quasiment 15 millions d'euros. Ah, ça y est, c'est le livret. Je vais le laisser faire. Et donc 15 millions d'euros, voilà, donc je suis sorti parce qu'on m'a demandé de sortir et que ça a arrangé le fondateur, et qu'avant tout, je suis là aussi pour aider les entrepreneurs et pas pour leur tirer une balle dans le pied. Bon, top. Écoute, on se fait encore 2-3 questions et puis ensuite tu pourras ouvrir au livreur. Tiens, une question marrante. Quel livre de chevet Christophe est-il en train de lire? Écoute, en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de lire. J'ai lu pas mal il y a un mois ou deux. En ce moment, je suis plutôt dans l'arbitrage de pas mal d'actifs immobiliers, dans l'acquisition d'actifs immobiliers. Donc, je ne vais pas te dire de conneries. J'en ai pas lu. Tu lis des business plans, quoi. Ouais, non, j'ai surtout des business plans IMO, de la construction immobilière. J'ai lu le livre que je salue aussi, une startup que j'ai lancée qui s'appelle Klein, Gilles Châtelet, qui s'appelle Get Shit Down, qui était en fait l'histoire de Gilles et de sa boîte qu'il a cédée qui s'appelle Sticky Ads, donc je salue. Mais c'était, je crois, le dernier livre que j'ai lu il y a 3 semaines. Avant, je ne pourrais pas dire les noms, mais il y en avait quelques-uns. Toujours des livres entrepreneurs en général, des biotopes. J'aime beaucoup les livres d'histoire réelle d'entreprises ou d'entrepreneurs. Voilà. Bon, très bien.
Bon, dernière petite question sur le way of life de Christophe Fourtin. Quelle est ta morning routine pendant le confinement? Écoute, j'ai pas vraiment de routine parce que je pense que la routine, ça tue. Donc, je suis pas fan des routines, à part me faire un café, je dirais que c'est la seule routine. Non, j'ai pas vraiment de routine justement. Moi, j'aime bien pas avoir de routine. J'aime bien quand ma journée n'est pas forcément la même du lundi au vendredi. Donc, j'essaye justement de ne pas forcément me lever toujours à la même heure. Certains ont besoin de se lever à 7h05, café à 7h15. Moi, je peux me lever entre 7h et 10h même. Pas tout le temps, mais ça arrive. Voilà. Et puis surtout, je m'adapte par rapport aux enfants. Voilà, l'école à la maison aussi, on participe. C'est ma femme qui s'en occupe, mais voilà, voilà, on a une espèce de petite classe pas loin dans la maison. Donc, non, il n'y a pas vraiment de routine particulière. Je ne suis pas un fanat de la routine militaire. On reste des humains et je pense que si on veut le rester, il faut essayer de ne pas trop s'humaniser. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs sur justement les hommes et les machines. Moi, je reste un homme avant tout, donc je laisse la machine faire le taf. Et moi, j'essaie de vivre un peu. Et j'ai hâte de revoyager parce que je crois que c'est ce qui me manque le plus. C'est justement d'être en mouvement et de voyager. Tu sais que je voyage pas mal. Bon. Ouais, c'est clair. Donc, way of life, les voyages, voilà. Voilà, les voyages. Et en attendant, on attend. Bon, on attend. Bon, ça roule. Bon, écoute, super, Christophe, j'ai trouvé ça top. Merci beaucoup, Charles. Je t'entends pas bien. Tu m'entends? Je t'entends plus, Charles. Ouais, ça, je t'entends. Ok. Il y a Zoom qui m'a dit que ma connexion était instable. Oui, donc on a enregistré cette interview qu'on va mettre en ligne dès que possible demain. Je pense qu'on la mettra en ligne. Voilà. Sachez que Angel Square organise régulièrement des events sur Zoom sur des thèmes variés. On en fait un jeudi avec la banque Lazare qui est partenaire d'Angel Square, où on va parler du contexte économique la plus internationale. Mais ça va être intéressant. Donc vous verrez jeudi, vous pouvez vous inscrire sur le site d'Angel Square. Et puis régulièrement, vous retrouverez d'autres business angels comme Christophe, d'autres personnalités comme Christophe. Et c'est toujours vraiment sympa d'échanger avec vous, je trouve, Christophe. Enfin, je dis vous parce que voilà, tu me vois, je te mets dans la case vous les business angels. Et c'est cool, je trouve, d'avoir en général un vent d'optimisme qui se dégage de ces business. Oui, après, il faut être réaliste. On va avoir une année compliquée. Bien sûr. Bon, il y a toujours une fin, il y a toujours un début à tout. Donc, il y aura une fin à cette pandémie et il y aura le début d'un nouveau cycle. La question, c'est quand. En tout cas, merci Charles de m'avoir invité et merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vois pas mal de remerciements, donc je vous salue tous, même ceux que je ne connais pas. Ouais. Et puis, de toute façon, on se recolle bientôt. Hein. Ouais, et puis j'espère bientôt à Paris pour un déjeuner. Ouais, peut-être pas tout de suite, mais ça marche. Bon, allez, ciao Christophe. Salut à plus. tous, merci. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir.